Shuji n'avait rien, pas même un nom de famille, et tout ce qu'il avait, c'était son nom. Cependant, personne ne prenait même la peine de l'utiliser. Il se moquait de lui en le traitant de déchet ou de mauvaise herbe, mais quand il est devenu adulte, tout le monde a commencé à l'appeler démon à la lance ou lance-serpent venimeux. Avec sa seule lance, il a vaincu tout le monde et versé tellement de sang, même lorsqu'il était seul. Notre héros, qui finit par être qualifié de bandit à la lance, se traîne dans des haillons usés, et sa récompense quotidienne n'est rien de plus que la même ration fade de pommes de terre. Le seul endroit qu'il peut vraiment appeler chez lui est le champ de bataille sans fin. Lorsque la scène se déplace au présent, Shuji marche vers un groupe de faibles avec du sang dégoulinant de sa lance. Les soldats envoyés pour l'attaquer se fichent de peur parce que ce qu'ils voient ressemble moins à un homme et plus à un démon se promenant droit sur eux. Certains mouillent même leurs pantalons en tremblant. Leur commandant essaie de les maintenir unis en criant que ce n'est qu'un seul ennemi. Il crie de charger, et toute la troupe enfonce ses lances vers notre héros. Shuji saute haut dans les airs et, d'un coup impitoyable, enfonce sa lance directement dans la tête du commandant. Voir leur chef tomber fait paniquer le reste. Et bien qu'il balance et poignarde désespérément, chacun finit par devenir un autre cadavre sur le champ de bataille. Notre héros survit d'une manière ou d'une autre à l'affrontement, mais son corps est poignardé avec d'innombrables flèches qui le traversent. Les rancunes et les malédictions de ceux qui l'a tué pèsent lourdement sur lui jusqu'à ce qu'il s'effondre et meure finalement. Dans ses pensées qui s'estompent, il se demande si cela était censé être ainsi ou si le destin a simplement bugué et l'a trahi. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là car au lieu de disparaître, Shuji se retrouve réincarné et ramené dans le temps. Il se retrouve debout dans une forêt et remarque rapidement que cette réincarnation ne l'a pas ramené au stade impuissant de bébé. Quand il se regarde dans un miroir et voit son visage d'adolescent, il devient certain que c'est l'époque où il ne travaillait que comme garçon de course. Juste à ce moment-là, il entend du bruit et s'en approche. Il découvre une caravane attaquée par des bandits forestiers tandis que les gens du bureau d'escorte du Tigre hurlant luttent pour les retenir. Notre garçon est ennuyé d'être forcé sur un champ de bataille au moment même où il se réincarne, et juste à ce moment-là, une énorme silhouette apparaît de derrière. Le bandit surdimensionné demande s'il est le maître d'escorte responsable du service de garde. Shuji le regarde droit dans les yeux et remarque ses yeux tremblants, ce qui montre clairement que comme la plupart de ces parasites forestiers, celui-ci est aussi un amateur. La sueur coule sur le visage du bandit alors qu'il crie nerveusement qu'il va massacrer tout le monde du bureau d'escorte avant de charger. Ses mouvements sont bien trop prévisibles, et Shuji saisit instantanément sa lance et la lui enfonce directement. Il est peut-être vrai que notre garçon a perdu la gloire de ses exploits de guerre passée, mais ses arts martiaux subsistent. Et pour lui, cela seul suffit. Il se souvient de la façon dont tout le monde méprisait l'art martial qu'il pratiquait, l'appelant la technique d'art martial démoniaque, mais il ne peut rien y faire puisque c'est le seul style qu'il possède. Portant un bandit embroché sur sa lance, il continue d'avancer jusqu'à ce qu'un autre saute avec une attaque soudaine. Le deuxième bandit sourit car il croit que sa frappe a touché, mais son visage satisfait ne dure pas longtemps. Pour avoir célébré trop tôt, il paie le prix ultime de sa vie. Shuji se moque d'eux pour avoir pensé qu'envoyer deux misérables bandits pourrait servir d'embuscade, et sans hésitation, il ajoute celui-ci à l'extrémité de sa lance également. Après avoir embroché les bandits sur sa lance comme un barbecue de poulet sur un bâton, il sent enfin le poids lourd de l'arme convenant parfaitement à son goût. Quand il entend le nom du bureau, cela ramène son esprit vers le passé. Alors qu'il traverse calmement l'amas de bandits, chacun d'eux devient mal à l'aise et nerveux à sa vue. Juste à ce moment-là, un grand type s'avance et déclare haut et fort qu'il est le chef de ces bandits forestiers. Shuji ne fait qu'un simple sourire, ce qui jette de l'huile sur le feu de la colère du chef bandit. Le patron furieux charge sur notre garçon avec une entaille sauvage. Pourtant, quand Shuji l'évite facilement, il se moque de lui en agissant comme un rat lâche qui ne peut que courir. Notre garçon félicite le grand type pour avoir un corps aussi musclé, mais le ridiculise ensuite en disant que c'est tout ce qu'il a à montrer. Après cela, il répond avec une seule frappe tranchante, et cela seul suffit à abattre le soi-disant patron musclé pour de bon. La scène envoie des frissons dans le dos de chaque bandit, et plus de quelques-uns s'effondrent sur le sol de terreur, traitant notre garçon de monstre impitoyable. Pendant ce temps, la seule remarque que fait Shuji est que sa lance est toujours désagréablement légère. Pour arranger cela, il ajoute calmement un troisième morceau de barbecue sur sa lance. Cette vue horrible plonge les bandits dans une panique complète, et ils se dispersent en criant qu'ils viennent d'être témoins d'un monstre. En ce moment même, le démon à la lance est revenu une fois de plus dans ce monde. Et aux yeux des bandits en fuite, il ne pourrait rien y avoir de plus terrifiant qu'un tel monstre se tenant juste devant eux. Notre garçon se dirige vers le champ de bataille où les escortes luttent toujours pour se défendre contre les bandits. Pendant un court instant, ils semblent avoir le dessus jusqu'à ce qu'un autre bandit musclé surdimensionné fasse soudainement irruption et essaie d'agir comme un frimeur. Il déclare haut et fort qu'il va montrer à ses chasseurs de primes leur véritable place. Pendant qu'il se bat avec les escortes, les esprits démoniaques persistants de ses camarades tombés murmurent à Shuji. Ils lui disent que le nom de l'homme est Ego et qu'il était autrefois leur patron. Ils le supplient même de laisser leur ancien chef venir et les rejoindre dans l'au-delà. Shuji demande si cette brute est vraiment leur chef de forteresse,
et les esprits démoniaques le confirment tout en l'exhortant une fois de plus à emmener l'homme avec eux. Notre garçon leur accorde volontiers leur souhait sans hésitation, prêt à dévorer l'ancien chef bandit tout entier. Alors que Shuji s'avance calmement vers lui, les esprits résonnent plus fort et commencent à crier son nom, Ego. L'ancien chef bandit déteste clairement être appelé ainsi. Mais avant même qu'il ne puisse formuler une plainte appropriée, notre garçon le fracasse au sol. La peur consume l'ancien chef lorsque ses yeux tombent sur les cadavres de ses alliés encore accrochés à la lance, et la terreur ne fait que s'accentuer lorsque leur voix répète son nom et exige qu'il les rejoigne dans la mort. L'homme fond en larmes, et la seule chose qu'il voit devant lui est un démon ambulant. Lorsque les esprits scandent le nom d'Ego pour la 3e fois, une étrange puissance démoniaque jaillit de Shuji, et une griffe d'obscurité tranche, coupant la gorge du bandit alors que la lance se balance. Chaque fois qu'un nom est appelé 3 fois de cette manière, Shuji peut envoyer une âme directement dans le monde souterrain. C'est exactement ce qui arrive à Ego alors qu'il est traîné en criant dans l'au-delà. Notre garçon pense alors à combien de temps s'est écoulé depuis qu'il a utilisé cette compétence maudite pour la dernière fois. Et avec cette pensée, il sombre dans de vieux souvenirs de l'époque où il avait été affecté à une dangereuse mission de reconnaissance simplement parce qu'il était encore une recrue. Ses mains finissent déchirées de coupures et dégoulinantes de sang alors qu'il parvient à peine à escalader une falaise escarpée tout en mettant sa vie en danger. Il se souvient avec amertume de la façon dont il a été escroqué par ceux qui lui avaient promis que s'il s'enrôlait dans l'armée, ses jours de famine seraient terminés. Pourtant, ici, il souffre de la même manière qu'il l'a fait autrefois en vivant comme un esclave. S'arrêtant près du bord pour reprendre son souffle, il essaie de se stabiliser. Quand il se relève, il sent soudain une forte aura sombre gonfler derrière lui. Il aperçoit une ombre menaçante quand il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. L'ombre a des yeux rouges brillants, et la vue terrifiante lui fait presque mourir de peur. Son esprit s'emballe, se demandant si c'est un tigre ou un fantôme agité, mais il se force à ne pas regarder et commence à s'éloigner aussi vite qu'il le peut. Il essaie de s'échapper en pensant que c'est quelque chose qu'il n'était pas censé voir, et la panique le ronge alors qu'il se dit qu'il ne veut pas mourir si tôt, du moins pas avant d'avoir réussi à se trouver une femme. Sa voix intérieure hurle de toutes ses forces, l'avertissant de ne pas se retourner quoi qu'il arrive. Puis, de nulle part, une voix appelle de derrière, lui demandant ce qu'il prévoit vraiment d'accomplir après avoir lutté si misérablement toute sa vie. La créature dans l'ombre ridiculise son existence, disant qu'elle n'est pas meilleure qu'un insecte rampant. Après s'être moquée de lui, elle le persuade avec une offre de parier, lui promettant une chance de jeter cette vie pathétique une fois pour toutes. Shuji ose enfin se retourner et exige de savoir comment il a pu faire confiance à de tels mots. La silhouette dans l'ombre, qui ressemble à un vieux schnock caché dans l'obscurité, remarque que le garçon a du cran pour répondre ainsi. Avec un sourire, il demande au garçon son nom. Et quand Shuji lui dit qu'il est Shuji, le vieux schnock a toujours l'air insatisfait et le presse de répondre à nouveau. Notre garçon le lui redit, mais le schnock le lui redemande, et cette fois il crie son nom alors que son irritation grandit. Après que le schnock aux yeux démoniaques ait entendu le nom pour la 3e fois de suite, il réduit la distance en moins d'une fraction de seconde et soulève le garçon d'une seule main. Le garçon s'inquiète parce qu'il n'a même pas pu voir le schnock bouger, et maintenant il se retrouve étranglé. Le schnock le prend comme disciple sans prendre la peine de lui donner le choix et dit au garçon que s'il y a quelqu'un qu'il veut mort, il suffit qu'il fasse appeler son nom 3 fois. S'il fait juste ça, alors peu importe la réponse, il réussira à les assassiner. Ce jour-là, Shuji reçoit la bénédiction de pouvoir démoniaque de son maître qui est vu comme l'image du mal dans le monde des arts martiaux et est tristement célèbre comme le démon de Sankukufu. Revenant au présent alors qu'il marche en tuant brutalement chaque bandit, il remarque une chose étrange. Apparemment, son esprit se sent plus clair que jamais. Il pense au pouvoir démoniaque donné par Kufu et se souvient que le cadeau était incomplet et que les racines du pouvoir étaient censées s'enfoncer dans ses os et obscurcir son esprit. Pour une raison quelconque, cependant, il se sent maintenant frais et clair au lieu d'être assombri comme il était censé l'être. Se concentrant sur son corps, il se demande ce qui a changé, et il ne faut pas longtemps avant qu'il ne réalise que la technique de respiration de la tribu Miao a quelque chose à voir avec ça. Il a appris cette technique enfant, bien avant de rejoindre l'armée. Il devient certain que cette méthode de respiration est ce qui maintient son esprit intact et préserve son calme et sa clarté plutôt que le brouillard qui aurait dû couvrir son esprit. Kufu l'avait averti que tant qu'il ne maîtriserait pas le pouvoir démoniaque, il ne conserverait pas sa raison. Et maintenant qu'il l'a fait, il sourit avec un sentiment tranquille d'accomplissement et se demande quelle expression son maître fera quand il l'apprendra. Juste à ce moment-là, les membres du bureau approchent par derrière, offrant leurs remerciements pour les avoir sauvés d'une situation aussi désastreuse. Leur commandant, Shueika, l'escorte de première classe de la secte de la fosse au tigre, fixe son regard sur lui avec une expression nerveuse. Elle l'avait vu faucher ses bandits les uns après les autres sans même s'arrêter pour reprendre son souffle, et sa présence seule est étouffante. Ne voulant pas lâcher un allié aussi puissant, Eka demande poliment s'il serait disposé à leur prêter sa force un peu plus longtemps. Notre garçon la rabroue instantanément, disant que si elle n'a rien d'autre à dire, il s'en va. Eka l'arrête rapidement et présente un jeton d'or,
expliquant qu'il appartient au bureau d'application de la loi de la secte de la fosse au tigre. Avec lui, il sera accueilli comme un invité d'honneur partout où leur influence se fera sentir. Shuji prend le jeton en pensant à la secte de la fosse au tigre. Leur réputation d'honnêteté est bien connue, mais il connaît aussi leur destin tragique puisqu'ils disparaîtront dans quelques années à peine. Pourtant, il l'accepte sans hésitation. Eka emmène ensuite ses subordonnés, promettant de le saluer à nouveau une fois leur mission terminée et lui disant de se détendre pour le moment. Avant de partir, notre garçon demande à emprunter un cheval sans une once de honte. Cependant, il choisit celui qui est réputé pour son mauvais caractère. Eka est inquiète car même les cavaliers expérimentés ont du mal avec cet animal, mais quand elle se retourne, elle le voit déjà assis dessus. À son grand choc, le cheval se tient figé dans l'obéissance, tremblant si fort qu'il urine littéralement à cause de la peur. En regardant ça, Eka ne peut que réaffirmer ce qu'elle soupçonnait déjà, que l'homme devant elle n'est pas un guerrier ordinaire mais un monstre sous forme humaine. Son commandant en second la taquine avec un sourire narquois, lui demandant si elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Le visage d'Eka rougit de colère alors qu'elle le regarde avec sa main déjà sur la poignée de sa lame alors qu'elle le menace s'il en a marre de vivre. Le groupe déplace ensuite le sujet sur la technique de lance de Shuji, curieux de savoir s'il pourrait appartenir à un clan renommé maniant la lance. Mais Eka rejette rapidement l'idée, soulignant que ce qu'elle a vu n'était certainement pas un style d'arts martiaux. Elle parle de son expérience que c'était indubitablement une technique de lance militaire. Pourtant, ce qui la trouble le plus, c'est comment un garçon de son âge pourrait faire preuve d'une telle maîtrise. Elle commence à soupçonner que Shuji est le fils d'une puissante famille militaire, voyageant peut-être lors d'un voyage de guerrier comme beaucoup le font après avoir terminé leur entraînement. Pourtant, ce qui lui laisse une profonde impression, c'est sa nature. Bien qu'il soit rude et égoïste, il a risqué sa propre vie pour les aider alors qu'il n'avait rien à gagner. Ce mélange de force et de contradiction l'intrigue, et elle choisit délibérément de l'envoyer vers la secte de la fosse au tigre. Dans son cœur, elle espère silencieusement que lorsqu'il apprendra la crise imminente de la secte, il pourrait intervenir pour les sauver de la secte maléfique du Dao noir. Pendant ce temps, notre garçon est occupé à gronder le cheval tremblant, exigeant qu'il arrête de pisser. Il menace de l'abattre s'il ose salir le sol à nouveau. Avec cela réglé, son esprit revient à la secte de la fosse au tigre, et un certain homme nommé Eko lui vient à l'esprit. Il se demande où est ce type maintenant et dans quel genre de problème il pourrait être. Shuji replonge dans ses souvenirs, se rappelant le moment où Kao Eiko est devenu son tout premier ami après avoir rejoint l'armée. Il se souvient des premiers jours difficiles où les soldats gradés le harcelaient, exigeant que les recrues comme lui leur servent le dîner avant qu'ils ne puissent manger le leur. Shuji avait hardiment répondu qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle règle, mais le tyran l'a averti que s'il souhaitait éviter une raclée, alors il ferait mieux de s'en souvenir à partir de maintenant. Juste au moment où les choses allaient mal tourner, Eko est apparu et a dénoncé leur bluff, disant sans hésitation que ce que les aînés prétendaient était un non-sens complet. Il est allé encore plus loin en osant leur prendre sa portion également puisqu'il était nouveau ici aussi. L'aîné tyran a rougi de rage face à son défi et a essayé de le frapper. Eiko a attrapé une pomme de terre et l'a jetée directement dans son visage et avec un sourire moqueur lui a dit de la manger s'il avait si faim. Puis sans retenir, il a roué de coups l'aîné avec une rafale de coups de poing jusqu'à ce que l'homme tombe, avertissant que la prochaine fois, il lui casserait toutes les dents de sa bouche. Shuji, surpris par son audace, a chuchoté qu'il ne devrait pas interférer. Eiko lui tend la pomme de terre et lui dit qu'il devrait la manger s'il souhaite survivre dans cet endroit. Ce geste sincère a marqué le début de leur amitié, et Eiko s'est présenté comme l'aîné direct de Shuji. Les deux ont commencé à parler, et Shuji, qui était alors connu sous le nom de Koyua, a révélé son nom avant de demander au seigneur le sien. Son esprit dérive ensuite plus loin vers le moment où il a failli être étranglé à mort sur la falaise par le démon de sang Kokofu. Eko était venu le chercher et est arrivé juste à temps pour voir la scène terrifiante. Sans hésitation, il a crié à Kokofu de relâcher Shuji, menaçant de tirer une fusée éclairante et d'appeler des renforts s'il ne le faisait pas. Kofu a souri et a laissé Shuji glisser de la falaise, le faisant dégringoler, ce qui a mis Eko en colère. Le démon a fait remarquer nonchalamment qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé, alors Eko devrait être satisfait. Eiko était sur le point d'appuyer sur la gâchette et de tirer la fusée éclairante lorsque Shuji, se retenant à peine, l'a arrêté au tout dernier moment. Shuji parvient en quelque sorte à arrêter sa chute en s'accrochant désespérément à un morceau de roche dentelée. Il dit à Eko de partir sans s'inquiéter pour lui. Kofu, cependant, précise qu'il n'a pas l'intention de tuer l'un ou l'autre. Au lieu de cela, il avance une proposition dangereuse. S'il lui apporte une herbe rare qui peut guérir ses blessures, il promet de leur accorder la force de survivre dans ce monde impitoyable. N'ayant pas d'autre choix devant eux, Shuji et Eko acceptent à contre-cœur. À partir de ce jour, ils sont devenus les disciples de Kofu. C'est alors que Kofu commence à leur enseigner des êtres connus sous le nom de démons sans entrave. Il explique que ces créatures sont des dames humaines qui sont tombées dans la corruption démoniaque après avoir été dévorées par des tigres. Ils perdent leur humanité et errent comme des esprits corrompus, finissant par devenir les fidèles subordonnés de leur maître. Kofu présente ensuite sa célèbre technique martiale,
qu'il appelle l'art du démon sans entrave. Il explique que l'art suit les mêmes règles tordues. Il comporte 3 étapes principales appelées compression, trempe et transcendance, chaque étape étant divisée en 10 niveaux. La première étape permet à une personne de libérer de l'énergie démoniaque comme un cours d'eau, tandis que la deuxième étape transforme le sang en venin. Leur maître ajoute calmement qu'il se trouve maintenant au 4e niveau de l'étape finale où les notions de bien et de mal ne signifient plus rien pour lui. Après avoir rempli leur tête de cette connaissance cauchemardesque, Kofu finit par exprimer clairement sa demande. Il leur ordonne de partir et de lui apporter l'herbe qu'ils voulaient en échange de ses enseignements. Leur maître révèle ensuite le nom de l'herbe appelée ginseng des neiges centenaires. Eiko soutient qu'un tel trésor est hors de leur portée et demande si leur maître peut au moins les aider en ouvrant les canaux centraux qui laissent le QI circuler dans leur corps, qui sont appelés les méridiens reine et d'eau. À leur grande surprise, Kofu accepte. Eiko suggère rapidement que Shuji soit le premier. Il dit à notre garçon d'ouvrir ses méridiens et de partir à la recherche de l'herbe requise, tandis que lui-même cueillera des herbes jusqu'à ce que ce soit son tour. Pour rendre son plan plus convaincant, il plaisante en disant qu'aller en deuxième est toujours le travail le plus difficile. Shuji accepte l'idée sans rien soupçonner et s'en va. L'histoire se déplace ensuite vers son retour où il revient en titubant avec son corps plein de flèches. Il ressemble à un coussin à épingles ambulant, mais il a quand même réussi à rassembler toutes les herbes. Avec l'espoir que les choses finiront par s'arranger, il se traîne jusqu'à la place de leur maître. Ce qu'il trouve le glace d'effroi. La tête de Kofu est loin de son corps, et celui qui l'a assassiné n'est autre que Eiko. Son ami est également gravement blessé et s'effondre sur le sol. Shuji se précipite vers lui en panique et exige une explication. Eiko dit qu'il savait depuis le début que Kofu n'avait jamais prévu de les laisser vivre. Le seul choix était de frapper en premier ou de mourir plus tard. Shuji écoute et se rend compte que c'est la raison pour laquelle Eiko l'a renvoyé plus tôt. Il voit maintenant que les méridiens d'Eiko sont détruits de façon irréparable. Son ami avait prévu d'abattre le maître même si cela devait lui coûter la vie. Les larmes coulent alors que Shuji pleure pour lui. Eiko rit faiblement et lui dit de ne pas se sentir coupable, en disant que tuer un vieil homme ne valait pas la peine de s'énerver. Il explique ensuite pourquoi il a choisi de sauver Shuji. Il avoue qu'il est le dernier membre survivant de la secte du Nid du Tigre. Eiko se souvient comment Shuji a dit une fois que le chef et la dame de la secte étaient de bonnes personnes. À partir de ce jour, Eiko a commencé à considérer Shuji comme sa famille, car personne d'autre n'avait jamais parlé de ses parents avec une telle gentillesse. Avec son dernier souffle, Eiko dit qu'il est heureux d'avoir rencontré Shuji et lui demande de se venger s'il en a un jour l'occasion. Sa voix s'éteint et Shuji ne peut rien faire d'autre que de regarder la vie de son ami s'éteindre. L'histoire revient ensuite au présent où Shuji monte le cheval peureux qui a l'air prêt à s'évanouir à tout moment. Il se jure qu'il ne permettra jamais aux rancunes d'exister dans ce monde où il a été renvoyé. La première chose qu'il prévoit est d'empêcher la destruction du clan Ou à tout prix. Il se souvient également qu'il vient de sauver le bureau de l'application de la loi du tigre, qui agissait comme leur colonne vertébrale financière, et il commence à croire que l'avenir pourrait déjà changer d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Shuji appelle un homme qui se tient à proximité pour obtenir des informations. L'homme grassouillet se met en colère d'être interpellé avec autant de désinvolture et tente de le frapper, mais Shuji l'attrape par le crâne comme s'il n'était rien de plus qu'un melon et lui dit de commencer à parler. Shuji demande si le manoir appartient à la secte du Nid du Tigre dont le chef est Kao Gênant et dont la dame est Shagien. L'homme effrayé admet que tout ce que dit Shuji est correct. Shuji demande ensuite si leur fils s'appelle Kao et Iko. L'homme battu le nie. Shuji commence à se demander si le fait de remonter le temps a changé la réalité, bien qu'une grande partie corresponde encore à ses souvenirs. Pour que son avertissement soit clair, il attrape l'homme par le col et dit que s'il trouve Eiko vivant dans la secte, il reviendra et le battra à nouveau juste pour s'amuser. L'homme panique et explique rapidement que tout ce que dit Shuji est vrai, sauf un détail. Il insiste sur le fait que les chefs de la secte du Nid du Tigre n'ont pas du tout de fils. Au lieu de cela, ils n'ont qu'une fille. En entendant cela, Shuji est frappé de stupeur. Il réalise la douloureuse vérité que son ami Eiko était en fait une femme, même s'il l'a toujours traité comme un de ses copains. Cette révélation laisse notre garçon stupéfait, et il refuse de croire ce qu'il vient d'entendre. Plus tard, il a toujours du mal à croire qu'Eiko est vraiment une dame. Pour en être absolument sûr, il pense qu'il peut certainement se faufiler dans la secte du Nid du Tigre s'il leur montre le jeton d'or, mais cela ruinerait complètement son plan de rester sous couverture. Quelques jours plus tard, il finit par arriver en retard à son travail dans les écuries de la secte du Nid du Tigre où un type grassouillet nommé Wo Tuyun crie sur le garçon sans abri. Oui, il a choisi de devenir un clochard pour son identité de couverture. Quoi qu'il en soit, Wo décide de le punir en lui faisant nettoyer des tas de crottins de cheval pour s'être présenté en retard. À l'intérieur, il ordonne à notre garçon de nourrir les chevaux et de s'occuper de tout le fumier, en lui faisant comprendre clairement que c'est toujours bien mieux que de vivre dans la rue. Le type lui demande s'il a bien compris tout ça, et Bro le fixe droit dans les yeux. Il dit qu'il n'a aucune idée de ce que Wo racontait, et Wo se rend compte qu'il souffre d'une pourriture cérébrale en phase terminale. Il lui crie ensuite de prendre son travail au sérieux parce que le chef de la secte a en fait eu pitié d'un garçon sans abri comme lui. À ce moment-là, un cheval franchit la clôture et casse le genou de l'homme sans pitié.
Shuji se demande d'où vient même le cheval monstrueux. C'est alors qu'il entend un rire agaçant résonner dans l'air provenant directement du jeune maître pompeux du clan Zhao. Regardant Wu comme s'il était une ordure, l'homme ordonne à l'ouvrier blessé de nourrir son cheval avant qu'il ne parte. Pendant que les autres garçons d'écurie emmènent Wu, il se souvient qu'Iko lui a dit que le clan était impliqué dans la disparition de son clan, alors il décide de commencer sa vengeance. Pendant ce temps, le chef de la secte du tigre et le père d'Iko, Koganan, apparaît et dit au morveux du clan Zhao qu'il est beaucoup plus jeune qu'il ne s'y attendait. Le père d'Eiko demande au morveux d'indiquer la raison de sa venue, et l'immonde ordure répond avec un sourire effrayant qu'il n'a qu'une seule raison. Il veut voir sa future femme. En entendant cela, le père d'Eiko déclare qu'il ne se souvient pas d'avoir donné sa fille à une ordure du clan Zhao, mais le morveux répond qu'il y a déjà des rumeurs selon lesquelles il épousera certainement Eiko l'année prochaine. Le père d'Eiko lui demande s'il a lui-même répandu la rumeur pour ruiner la réputation sexuelle du tigre, et cela fait rire Zhao Taiyan car il n'y a aucun moyen qu'il fasse quelque chose d'aussi bas juste pour mettre la main sur Eiko. Soudain, Eiko arrive sur les lieux. Alors que les gars sont laissés sans voix par sa beauté, elle leur dit d'aller trouver une autre fille à admirer et d'arrêter de déranger sa famille. Taiyan essaie de la menacer et parle des rumeurs, mais Eiko se tient fermement aux côtés de son père et lui fait comprendre qu'il devrait partir car elle ne peut même pas penser à l'épouser. Taiyan dit à la fille que sa famille fera bientôt faillite, tout comme sa fierté, puis décide de revenir un autre jour puisqu'il a un bordel à fréquenter. En sortant, son laquais dit qu'elle est plus jolie que ne le prétendent les rumeurs, et le jeune maître dit que c'est exactement pourquoi il ne peut pas arrêter de penser à elle. Il va jusqu'à dire qu'elle a la beauté que des nations entières ruineraient à la poursuite et dit à haute voix qu'il est dommage qu'elle soit née dans la pitoyable secte du nid du tigre pour quelqu'un d'aussi parfait. Juste au moment où les deux remontent sur leur cheval, le morveux du clan Zhao attrape sa laisse et déclare qu'il est temps de frapper le quartier des dames. Cependant, son cheval refuse de bouger de sa place. Lorsque le laquais vérifie, le cheval écume à la bouche et tombe sur place, en voyant également le jeune maître s'écraser au sol. Alors que les deux se demandent où diable sont les garçons d'écurie quand ils ont besoin d'eux, notre héros regarde tranquillement, invisible derrière le coin. Il enlève le foie du cheval avec une technique qui ne laisse aucune marque, de sorte qu'ils ne le découvriront jamais. Il fixe l'homme du clan Zhao qui est responsable du terrible destin d'Eiko. Elle lui a raconté que la secte de la fosse du tigre avait été détruite lors d'une bataille politique avec le clan Zhao, et que Taiyan était derrière tout cela. À cause de ça, elle a fini par détester son beau visage et est allée jusqu'à le brûler de ses propres mains. Ça met notre garçon absolument en rage et le pousse à commencer son plan de vengeance. Plus tard dans la nuit, il marche seul dans les rues jusqu'à ce qu'il arrive dans un magasin d'outils agricoles avec un énorme X barbouillé sur les portes. Notre garçon entre dans la boutique, et le propriétaire assis à l'intérieur lui demande qui il est. Il se présente comme Shuji, mais le propriétaire répond qu'il ne le reconnaît pas. L'amputé ivre lui dit de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il a pris sa retraite il y a longtemps. Cependant, Shuji se laisse tomber sur la table devant lui et lui dit de fabriquer un simple marteau, en donnant des mesures exactes au pouce près. Cela choque le forgeron ivre qui devient sérieux parce qu'un marteau avec ces mesures n'est pas fait pour enfoncer des clous, et Shuji dit froidement qu'il n'a jamais prétendu qu'il allait enfoncer des clous avec. L'homme demande alors s'il veut autre chose, et notre garçon lui dit de fabriquer une lance sur mesure également. En entendant cela, l'homme claque une arme sur sa gauche et dit qu'il aura besoin d'une journée pour affûter la lame de son chef-d'œuvre. Notre garçon demande s'il a aussi quelque chose de petit et pointu, alors le propriétaire fracasse la table sur laquelle notre héros est assis, révélant qu'elle est remplie de pointes en acier. Il dit qu'il va tout prendre et reviendra chercher tout plus tard, mais le propriétaire se demande si un garçon sans abri comme lui peut réellement se le permettre. Il lui dit avec confiance de l'essayer, alors l'homme lui demande s'il peut ramener sa fille morte et le touche, pensant qu'il est un fantôme. Après s'être assuré qu'il n'est pas un fantôme, l'homme dit à Shuji les larmes aux yeux qu'il sera sûrement satisfait s'il peut massacrer les salauds de la secte du Dao Noir qui ont tué sa fille. Notre héros accepte facilement la requête, alors l'homme vérifie s'il réalise ce qu'est la secte du Dao Noir, mais notre garçon déclare qu'il n'est pas nécessaire de savoir qui ils sont puisqu'il est sur le point de les effacer de l'histoire. Cela dit, il demande ensuite au forgeron s'il a du poison et des vêtements de travail. L'homme handicapé lui demande s'il pense que des choses absurdes comme ça ont réellement leur place dans un atelier de forgeron, mais il lui jette quand même une peau d'ours dans un bocal rempli du soi-disant poison spécial du clan Meo, qu'il n'a jamais testé. Notre garçon ouvre le bocal et réalise instantanément que le poison est de 3e ordre, alors il dit à l'homme qu'il s'est complètement fait avoir. Mais il le prend quand même car il peut trouver un moyen de les utiliser et dit qu'il récupérera les autres articles le jour suivant. En sortant, il voit un grand os que le vieil homme utilise normalement pour s'occuper des animaux. Il décide de l'emporter avec lui pour l'instant jusqu'à ce que les armes soient enfin fabriquées. Le forgeron pense qu'il est une sorte de fantôme, mais cela ne lui importe pas car il veut juste la vengeance de sa pauvre fille. Plus tard, lorsqu'il arrive juste devant la base principale de la secte du Dao Noir, les PNJ tentent de l'arrêter, mais il se débarrasse rapidement de tous en les frappant fort avec son énorme os. Quand il a laissé la moitié d'entre eux fuir dans sa vie antérieure, ils sont revenus plus tard pour le mordre dans le dos.
C'est pourquoi notre héros décide qu'il ne laissera pas un seul d'entre eux s'échapper cette fois-ci. Après avoir calmement marché sur les cadavres des PNJ qu'il a massacrés, tout le bruit fait instantanément arriver les 4 élites sur les lieux. Chacun des guerriers n'arrive pas à croire que l'intrus n'est qu'un petit garçon, alors ils se préparent à le discipliner avec une bonne raclée pour avoir ruiné leur sommeil. Pensant qu'il n'est qu'un gamin ordinaire, les 4 élites l'attaquent. Mais à leur surprise, aucun d'entre eux n'est de taille pour lui. Il s'occupe du premier en lui donnant un coup de pied dans les couilles, puis il utilise ses doigts pour crever les yeux du second. Voyant cela, les 2 autres se précipitent vers lui, mais il tue rapidement l'un d'eux en lançant le long os directement sur sa poitrine. Après cela, il achève le 3e, mais le dernier crie qu'il va sûrement le faire souffrir terriblement. Notre garçon trouve ça hilarant que les voleurs soient tous en colère quand quelqu'un leur vole quelque chose. Il demande pourquoi le type est frustré pour une si petite chose parce qu'il va voler chaque chose d'eux de toute façon. Voyant cela, le gars chauve est terrifié et se demande qui est ce monstre parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un se battre avec autant de cruauté. Il pense que le garçon est un monstre parce qu'il a tué tout le monde dans la secte du Dao Noir avec rien qu'un os de cheval. Le voir en action lui fait sentir un frisson lui parcourir l'échine, mais il rassemble son courage et décide de l'attaquer quand même. Mais notre garçon l'envoie voler en un seul coup net. À moitié mort, le gars chauve demande faiblement qui il est et qui l'a envoyé. Il lui dit que le forgeron l'a envoyé pour les tuer tous. En entendant cela, le gars chauve est choqué qu'ils aient été détruits simplement parce qu'un forgeron handicapé a envoyé un tueur à gages après eux. Puis il porte le coup final avec son os massif, et après avoir complètement anéanti la secte du Dao Noir, notre garçon s'en va et pense que maintenant le paiement pour les armes devrait être couvert avec la mort des 4 élites. La scène se déplace vers le bâtiment principal du Dao Noir. Un messager du clan Zhao s'avance et rapporte au chef de la secte que le jeune maître Zhao Taiyan et son père sont furieux parce que leur plan a échoué. Agacé, le messager insulte le chef du Dao Noir Guyo, disant qu'il aurait pu sécuriser à la fois les biens volés et les récompenses du clan Zhao s'il avait simplement envoyé ses hommes déguisés en bandits de la forêt. Mais au moment où il mentionne qu'ils ne peuvent pas payer leur tribut à l'Alliance Maléfique, le chef du Dao Noir commence à transpirer à grosses gouttes. Guyo fracasse la table dans une pure frustration parce que le plan s'est retourné contre lui, et le pire, c'est qu'il n'a aucune idée de qui était derrière tout ça. Le messager insiste, lui disant qu'il aurait dû envoyer ses élites dès le début, mais le chef Yo rejette la faute sur lui pour ne jamais l'avoir averti du niveau de sécurité insensé de la secte du Tigre. En entendant cela, Scarface renvoie un regard de mort droit sur Yo, se demandant si le vieil homme prévoit vraiment de rejeter la faute sur lui. Il regarde le vieil homme droit dans les yeux et lui fait très clairement comprendre que tout son clan est fini s'il échoue une seconde fois. Il crie à nouveau que le gamin Zhao ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas mis la main sur Iko. Cela met le chef Yo tellement en rage qu'il craque et crie à l'homme de se taire. Soudain, les 2 hommes tournent la tête vers la source d'un bruit fort. Le chef de la secte n'arrive pas à croire que quelqu'un soit à l'entrée alors que 4 élites la gardaient. Les 2 commencent à transpirer abondamment alors qu'une silhouette inconnue apparaît derrière la porte, et au moment où elle s'ouvre, 4 têtes arrivent en roulant comme des boules de bowling. Les 2 hommes sont horrifiés de voir les visages des élites décapités. Voyant cela, Scarface transpire à grosses gouttes, pensant que l'attaquant pourrait en fait être un maître de la secte orthodoxe. Terrifié, le type prétend qu'il est du clan Zhao et n'a aucun lien avec le Tao Noir. Mais cela ne fait que mettre notre garçon tellement en colère qu'il se mord la lèvre jusqu'à ce que le sang coule, puis le crache directement dans les yeux du type Zhao. Confus, le type n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas du Dao Noir alors que ses yeux brûlent d'un rouge vif. Vous voyez, le sang d'un utilisateur d'art démoniaque est tellement toxique qu'il agit comme un poison. Notre garçon aime regarder le type Zhao souffrir parce que son sang brûle probablement plus fort que du poivre de Cayenne. Après cela, Scarface devient fou et balance son épée sur lui, mais il esquive facilement les coups, qui sont bien plus faibles que les 4 élites. Puis une brume sanglante commence à s'élever de son arme. Il active ses arts démoniaques, et Scarface réalise instantanément qu'il fait face à un démon. L'homme essaie de frapper à nouveau, mais il le force à reculer et lui donne un coup de sabre net sur l'épaule. Ce seul coup a tellement de force que tout ce qui reste derrière est une éclaboussure de ketchup sur le sol. Pendant ce temps, le chef Yo perd la tête en regardant l'ennemi de l'humanité, un mal incarné qui va bien au-delà de la limite entre le bien et le mal. Il n'arrive pas à croire qu'un de ces démons soit venu frapper à sa porte. Le chef du Dao Noir sait qu'il est impossible de raisonner avec un démon, mais le vieil homme a un plan de secours. Il a secrètement reculé tout le temps où Shuji se battait et appuie finalement sur le bouton qui lui permet d'invoquer l'Alliance Maléfique. Alors qu'il se faufile lentement, notre garçon lâche son nom et fait se figer le vieil homme sur place. Le vieil homme n'arrive pas à croire que le garçon est assez sain d'esprit pour parler même en étant un utilisateur d'art démoniaque, se demandant si Shuji a déjà atteint la maîtrise dans son domaine. Regardant le niveau de contrôle pur que Shuji a sur son énergie démoniaque, le chef du Dao Noir tombe instantanément à genoux et commence à supplier le maître de le laisser vivre. Comme tous les méchants de 3e ordre, il propose de faire tout ce que papa lui ordonne. Il dit à Shuji qu'il sera exécuté s'il ne parvient pas à payer son offrande à l'Alliance Maléfique et ose même suggérer que cela pourrait également être un problème pour Shuji.
Notre garçon est impressionné par la rapidité de pensée du bâtard sénile, alors il lui ordonne d'abandonner complètement les arts martiaux s'il veut vivre. Yo n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre, mais notre héros déclare que c'est la seule condition pour le laisser vivre. Le chef du Dao Noir réalise qu'abandonner les arts martiaux revient à mourir, alors dans un dernier effort, il tire son épée et essaie de se défendre. Cependant, Shuji avait déjà prévu que le lâche n'aurait jamais le courage et balance son arme au moment où le vieillard sort son épée molle de son fourreau. À cet instant, le vieil homme réalise, grâce à l'aura de notre garçon, qu'il n'est pas un maître des arts démoniaques. Il est furieux qu'un amateur ait osé faire plier sa grandeur. Notre garçon sourit au vieil imbécile sénile d'avoir enfin réalisé la vérité, mais il est content que les choses se soient déroulées ainsi car maintenant, il peut s'occuper de son ennemi à l'ancienne. Soudain, le chef Dao Noir ressent une douleur intense traverser son corps et se demande si Shuji lui a secrètement fait quelque chose. Notre garçon remercie l'homme d'avoir rendu son travail amusant, puis envoie les âmes des guerriers Dao Noirs déchus consumer leur chef terrifié. Yo les frappe sauvagement puis essaie de l'attaquer. Cependant, il ne fait pas le poids face à notre garçon qui esquive les coups avec des mouvements ultra fluides que le vieil homme ne peut absolument pas prévoir. Dans ces derniers instants, Yo réalise que ces mouvements sont conçus uniquement pour tuer l'ennemi et pense qu'aucun mot autre que démon ne pourrait décrire Shuji. Après cela, il est emporté par une poussée brutale au menton qui l'envoie s'écraser violemment contre le mur. Un des papiers qui volent dans le chaos prouve que la secte Dao Noir vendait des esclaves à des bordels et en tirait des montagnes d'argent. Le vieil homme implore son pardon, mais Shuji lui demande combien d'âmes pauvres l'ont supplié de la même manière. Sur ce, il met le feu aux robes du vieillard et abat son os de justice pour peindre une deuxième peinture sanglante sur le sol. Après cela, notre héros consume l'âme du chef de la secte Dao Noir et s'enthousiasme à l'idée d'en obtenir enfin une vraiment utile. Juste à ce moment-là, il entend de faibles voix à l'extérieur de la pièce. Dès qu'il sort, il se retrouve face à un groupe d'hommes armés qui se préparent à se battre, et il réalise qu'une longue et sanglante nuit l'attend. Le lendemain, à la secte du Tigre, Wu annonce aux garçons d'écurie la bonne nouvelle que toute la secte Dao Noir a été exterminée et que leur bâtiment principal a été réduit en cendres. Il explique que la fosse du Tigre était criblée de dettes envers eux. Alors maintenant que ces ordures ont disparu, il ne reste plus de dettes à rembourser. Les garçons d'écurie respectent le héros inconnu qui était derrière tout cela, tandis que Wu crie après notre garçon en lui demandant s'il a enfin fini de nettoyer le caca de cheval. En regardant son visage froid, le gros commence à cracher son manque de respect, et notre garçon envisage même de le faire taire avec son jeton d'or. Cependant, il décide de le cacher jusqu'à ce que le problème du clan Zhao soit résolu et laisse plutôt Wu le punir de la manière qu'il le souhaite. À ce moment-là, une douce voix disant au gros de s'arrêter vient de l'entrée, et notre héros est époustouflé quand il voit apparaître le visage familier. Il a encore du mal à croire à quel point Echo est devenu plus joli en comparant son visage à celui de sa vie antérieure. Elle fait la morale au gros pour qu'il soit patient avec la nouvelle recrue car ce n'est qu'un enfant. Le gros rétorque qu'il s'enfuira probablement après avoir travaillé un court moment, mais Eiko dit que chaque personne a un destin à accomplir. Donc, la secte de la fosse du Tigre valorise profondément chaque personne qui lui est liée. Shuji se souvient de l'ancien Eiko disant exactement la même chose, disant au gros qu'il pourrait se revoir plus tard et peut-être devenir proche comme une famille. Alors que Wu est agacée par sa conférence, elle dit calmement à notre garçon qu'il peut venir la voir à tout moment si quelqu'un l'intimide simplement parce qu'il est la nouvelle recrue. Ces paroles gentilles bouleversent complètement Shuji car, bien que son visage et sa voix soient complètement différents, elle a toujours les mêmes yeux purs qu'avant. Avec un grand sourire sur son visage, notre héros répond qu'elle devrait également venir le voir si quelqu'un essaie de s'en prendre à elle. Cela laisse Aseo et les voyous à l'arrière absolument stupéfaits de ce qu'il vient de dire à une noble dame. Cependant, Aseo lui rend simplement son sourire et lui dit doucement qu'elle s'en souviendra. Plus tard dans la nuit, notre garçon s'approche d'une pile de foin apparemment innocente sous laquelle se cachent en réalité toutes ses armes. Il enfile l'équipement, saisit son arme et se lance sur son chemin de vengeance. Au bâtiment principal du clan Zhao, il traverse l'entrée principale comme un ninja si vite que les gardes ne soupçonnent même pas une seule chose. Avec facilité, il se faufile dans le jardin et fait tomber le garde en patrouille avec un coup de couteau direct dans le cou par derrière. Après cela, le tueur à gages cache nonchalamment le cadavre au coin de la rue comme s'il n'y avait pas une traînée de sang évidente derrière lui. Il entre à l'intérieur où deux filles sont convaincues que rien de mal ne se passera à cause de la sécurité renforcée depuis que l'incident du Dao Noir a secoué tout le monde. Juste à ce moment-là, Shuji remarque deux gardes, alors il lance une lame de fer au pied du premier, et elle s'enfonce dans son âme. Pendant que l'homme hurle de douleur et trébuche, Shuji entre par la porte d'entrée comme si de rien n'était, puis l'assomme complètement pour faire bonne mesure. Voyant le gars assis, l'autre garde qui engloutit du pain sec est agacé par l'idiot qui continue à paresser. Il n'obtient aucune réponse, et cela le met tellement en colère qu'il avance à grands pas pour remettre les idées en place à son camarade paresseux qui s'avère être Shuji dans l'uniforme de garde. Mais avant même qu'il ne s'approche, du sang commence à couler de ses yeux, et l'homme tombe mort raide sur place. Lorsque les autres gardes s'approchent, il réalise qu'il a été empoisonné, alors il décide d'interroger les cuisiniers et de verrouiller le bâtiment.
Il s'avère que ce n'est même pas la forme finale de Shuji car tout cela n'était qu'un échauffement pour lui permettre de tester l'équipement que le forgeron lui avait soigneusement donné. Cela étant fait, il décide qu'il est temps d'effacer le nom du clan Zhao de l'histoire. Plus profondément dans le QG, un garde se plaint que la sécurité excessive après l'incident du Dao Noir donne l'impression d'être une réaction excessive, et son copain est d'accord. Mais juste à ce moment-là, notre garçon fait une entrée explosive à travers les portes en papier et déchire directement leur cou avant même qu'il ne réalise ce qui vient de se passer. Alors qu'il monte les escaliers, un garde le voit en uniforme et lui demande d'expliquer le bruit en bas car le maître dort. Cependant, le garde est confus quand il remarque notre garçon maniant une lance ensanglantée au lieu de l'épée habituelle. Les autres sont rapidement alertés lorsqu'ils le voient se faire one-shot par l'intrus, mais ils sont également embrochés avant de pouvoir sonner l'alarme. Après cela, 2 autres gardes se précipitent à l'intérieur, confus de savoir pourquoi les autres ne sont pas au courant d'un intrus déjà si profondément dans leur territoire. Comme les gardes avant eux, ils reçoivent également une pédicure douloureuse avec des lames de fer éparpillées sur le sol. Après les avoir soulagés de leur misère, ils se dirigent calmement à l'intérieur des appartements du maître. En entrant, ils réalisent instantanément que le chef du clan Zhao est dans une ligue complètement différente par rapport au chef de Black Dao, Yo. En voyant le garçon assoiffé de sang, le vieil homme lui apprend à au moins montrer quelques bonnes manières et à frapper avant d'entrer. À ce moment-là, Shuji se tenant face à face avec le salaud qui a tué des milliers de personnes pour son bénéfice et fait de la vie d'Eko un enfer. Le vieil homme demande pourquoi il vient en pleine nuit, et Shuji riposte en demandant s'il est vraiment Zhao Yushi. Le vieillard n'aime pas ce ton insolent et lui dit plutôt de faire attention à ses manières, puis lui demande d'où il vient. Il suppose que notre garçon n'appartient à aucun sexe juste et commence à parcourir tous les clans un par un. Pendant ce temps, Shuji le jauge, pensant que ce combat sera serré, et déclare calmement qu'il vient de la secte de la fosse du tigre. Cette réponse déstabilise Yushi car il ne peut pas croire que la fosse du tigre puisse élever un monstre comme celui-ci. Le vieil homme insiste sur le lien entre lui et le clan, et Shuji admet qu'il n'est qu'un invité. Yushi se demande si le garçon n'est qu'un combattant serviteur ou même un garçon d'écurie, mais puis hausse les épaules comme si cela n'avait pas d'importance. Il tire son épée, raillant Shuji que mettre les pieds ici revient essentiellement à signer son propre arrêt de mort, puis lui demande s'il est d'accord. Notre garçon ferme les yeux un instant, pensant qu'il est irréel de rencontrer cet homme. Dans sa vie passée, le vieillard a profité de la paix tandis qu'Iko a souffert en silence et est mort. Cette fois, il s'assurera que les choses se passeront très différemment. Avec ce vœu brûlant à l'intérieur, Shuji tire sa lance et se prépare au combat. Il jure vengeance, et l'affrontement commence alors qu'il parvient à bloquer l'épée du vieil homme avec sa lance. Cela seul choque Yushi, qui recule instantanément d'un pas. Avec un regard froid, il exige de savoir si Shuji vient d'utiliser la magie et pourquoi il peut sentir les arts secrets du clan Zhao émaner de lui. Shuji ne fait que renvoyer la question, en demandant où il a même eu cette idée. Dans sa tête, il sait qu'avec sa puissance spirituelle de 9e niveau de compression, il se tient côte à côte avec ce vieux monstre. Les 2 hommes se renforcent ensuite comme s'ils participaient à un concours d'agriculture d'aura, et Shuji garde sa concentration affûtée, sachant que le véritable décideur ici sera la différence de leur expérience. Les 2 s'affrontent à nouveau, et le vieil homme bloque un coup entrant tout en admettant que ce n'était pas si mal. Mais juste comme ça, il part la lance, envoyant des étincelles voler et raillant que des astuces bon marché comme celles-ci ne suffiront pas. Le vieux grincheux horrible plisse les yeux, se demandant comment Shuji prévoit de se battre avec des flammes brûlant dans son regard, mais Bro ne bronche même pas en réponse. Yushi se fige pendant une fraction de seconde, et la lance claque droit sur son visage. Mais Shuji ne se relâche pas, même pour respirer, alors que seules quelques mèches de cheveux tombent au sol avec du sang. Trempé de sueur, le vieil homme marmonne qu'il a failli mourir pour de vrai, la frappe lui coupant légèrement le cou. Il essaie de minimiser, prétendant qu'il a presque eu Shuji aussi avec la coupure sur le bas de son corps. Notre garçon se tend, sachant que ça ne va pas être facile puisqu'il affronte un vétéran chevronné. Sans hésitation, Shuji lance 2 projectiles dans sa direction, mais le vieux les esquive proprement avec son épée. Il évite même un os lancé sur lui, gloussant comme s'il s'amusait. Il dit qu'il meurt d'envie de savoir qui a entraîné Shuji et propose même de le prendre comme disciple, mais notre garçon n'y croit pas car il voit bien que le vieil homme complote quelque chose sous tous ces mots. Juste à ce moment-là, Yushi fonce comme un éclair. Shuji essaie de reculer pour se retrouver directement contre un cadavre. Il maudit sa chance alors que le vieil homme déclare que le combat est déjà terminé. D'un seul mouvement, la lame perce la poitrine de Shuji, éclaboussant du sang partout. Gardant sa prise serrée, Yushi sourit et dit qu'il est admirable que le gamin n'ait même pas crié. Il caresse sa barbe inexistante et ajoute que Shuji est bien supérieur à son fils inutile. C'est exactement pourquoi il veut une fille forte dans les parages, afin que le faible puisse avoir des enfants avant de casser sa pipe. Bro ne laisse pas passer cette insulte, et il serre l'épée à main nue, prenant le vieux au dépourvu. Shuji se moque de lui demandant s'il ne sait vraiment pas combien de temps il lui reste avant de claquer. Mais le vieil homme n'écoute pas. Il est trop choqué que son épée ne bouge pas d'un pouce.
Ses yeux s'écarquillent quand il réalise que Shuji a en quelque sorte arrêté la lame avec ses côtes. Il se demande alors si le garçon a réellement encaissé la frappe exprès pour créer une ouverture. Pendant ce temps, Shuji indique clairement qu'il ne se retient pas. Il dit qu'il va épeler clairement combien de jours il reste à ce vieux. Il appelle Zhao Yushi par son nom, et le vieil homme commence instantanément à paniquer. La peur s'installe, mais il se dit ensuite qu'il est absurde qu'une telle puissance comme lui tremble réellement. L'obscurité les enveloppe alors que Shuji prononce à nouveau le nom. Yushi panique, essayant désespérément d'arracher son épée. Et quand Shuji appelle son nom une troisième fois, une main démoniaque surgit, tendant directement vers le vieux. Le vieil homme fond en larmes, luttant même pour former des mots. Puis il lâche un cri du plus profond de ses poumons alors que les mains démoniaques se referment autour de lui. À cet instant, notre garçon enfonce sa lame directement dans son cœur sans hésitation. Yushi crache du sang, demandant comment un jeune morveux comme lui pouvait utiliser la magie d'illusion d'intention de meurtre. Shuji répond froidement, disant que le vieux a peut-être combattu 1000 batailles, mais pour lui, ce n'était rien de plus qu'un mode d'entraînement. Il enfonce la lame plus profondément, raillant que les vraies batailles à mort sont d'un tout autre niveau, surtout le genre d'enfer qu'il a dû traverser. Comparé à ça, ce combat n'est même pas à la hauteur. Haletant ses derniers souffles, Yushi tousse une dernière supplication, demandant à Shuji d'épargner son fils. Levant son marteau haut, notre garçon refuse sans pitié la requête et lui écrase la tête comme une tomate. Levant l'arme maintenant dégoulinante comme si elle était recouverte de ketchup, il se moque du fait que Yushi ne verra jamais son lait petit enfant dans cette vie. Le combat terminé, Shuji se détend un peu, pensant qu'il doit récupérer avant de passer à autre chose. Mais juste à ce moment-là, ses sens s'aiguisent car il sent que quelque chose ne va pas. Entrant dans la pièce intérieure, il aperçoit 2 tasses de thé fraîchement infusées posées sur la table. Assemblant les indices, il réalise que quelqu'un d'autre s'est caché ici tout le temps. Sans perdre une respiration, il se balance et brise le pot géant en morceaux, exposant un homme-enfant terrifié à l'intérieur. Le gars recule en titubant, criant à Shuji de ne pas s'approcher. Notre garçon se frappe le visage, pensant que des ordures comme ça sont la raison pour laquelle d'innombrables personnes ont dû mourir en premier lieu. Il attrape le morveux par les cheveux et se moque de lui demandant si toutes les richesses et le pouvoir font vraiment de lui un héros. Mais le fils du vieux ne peut même pas rassembler le courage de prononcer un seul mot. Sans réponse, Shuji sourit froidement et déclare qu'il va s'assurer que ce lâche devienne vraiment une étoile brillante maintenant. Regardant le lâche droit dans les yeux, Shuji déclare froidement que ce soir, il va être une idole. Le lendemain, des affiches inondent la province, attirant des foules de toutes les directions. Les affiches affirment que puisque la secte orthodoxe et la secte Tao Noir étaient corrompues, quelqu'un a décidé de jouer à Batman et de rendre la justice. Les gens dans les rues se demandent ce qui se passe, parlant de la façon dont un justicier inconnu a anéanti la secte du Dao Noir et le clan Zhao avec facilité. Finalement, il hausse les épaules, heureux que les nuisibles corrompus aient été éliminés. Pourtant, une question plane dans l'air. Qui est la personne assez forte pour détruire de telles puissances majeures? La scène se déplace vers Wu, disant à ses camarades qu'il a entendu dire que le justicier avait appelé le nom de Yushi 3 fois avant de le frapper. Cette rumeur secoue les ouvriers, les faisant chuchoter que le justicier pourrait être la faucheuse elle-même. Wu ajoute qu'à la fin, le maître du clan Zhao a été réduit en larmes, ce qui les terrifie encore plus. Juste à ce moment-là, une voix retentit disant qu'il est déjà là, envoyant le trio dans la panique. Pendant ce temps, Echo est perdu dans ses pensées à propos de ce mystérieux justicier qui a vengé la secte de la fosse du tigre. Même si ces gars étaient des ordures, elle se sent un peu mal de célébrer leur mort. Elle se demande qui pourrait être cette personne et pourquoi elle est de son clan. Puis il lui vient soudain à l'esprit qu'Eiko a mentionné une fois dans une lettre qu'un justicier viendrait à la secte avec un jeton d'or, mais Eiko ne se souvient pas de quelqu'un comme ça qui se serait présenté. Juste à ce moment-là, les rênes de son cheval sont tirées, et elle revient à la réalité, demandant où elle est. Elle regarde devant elle pour voir une vue imprenable sur le lac qui la laisse stupéfaite. La jeune fille se tourne vers Shuji et lui demande comment il savait qu'elle aimait les lacs. Notre héros répond simplement qu'elle lui a déjà dit, la laissant perplexe car elle ne se souvient pas avoir dit cela. Notre garçon se perd dans ses pensées, se souvenant de la façon dont elle parlait toujours des lacs chaque fois qu'elle se sentait stressée. Il sort quelques herbes et les allume, laissant de la fumée se répandre sur le lac. Eiko s'illumine aussitôt, réalisant que c'est un insectifuge, la seule chose dont elle a toujours besoin lorsqu'elle visite le lac. Avec un sourire joyeux, elle lui demande s'il était aussi compétent dans son travail passé. Puisant dans son poète intérieur, Shuji répond que lorsque les gens le traitent comme de la famille, il s'assure de prendre soin d'eux de la même manière. Elle s'arrête pour traiter ses mots puis dit qu'elle ne fouinera pas dans ses secrets. Au lieu de cela, elle tend la main et déclare avec confiance qu'à la secte de la fosse du tigre, tout le monde est de la famille. Cette déclaration envoie Shuji dans un autre flashback des derniers instants qu'il a partagé avec son camarade dans sa vie passée. À l'époque, Aseo a révélé qu'elle était l'héritière de la secte de la fosse du tigre, et notre héros lui a dit auparavant que le maître et sa femme étaient de bonnes personnes. À partir de ce moment-là, elle a commencé à le considérer comme sa famille aussi. Juste à ce moment-là,
une voix forte retentit, appelant l'héritière qui se tient la main en public. Le Big Mac ambulant crie frénétiquement que les escortes sont revenues. En entendant cela, elle s'illumine d'excitation tandis que Shuji est laissée là, suspendue. Tirant les rênes de son cheval, elle s'excuse rapidement d'avoir interrompu la conversation et l'invite au festin plus tard dans la nuit. Sur ce, elle s'élance pendant que Wu la poursuit en lui demandant d'attendre. En les regardant disparaître, notre garçon finit par sourire et admet que cette vie n'est pas si mal non plus, tandis que Wu continue de courir après Eiko en arrière-plan. Un saut dans le temps nous amène au banquet où tout le monde lève son verre pour le héros mystérieux qui a fini par les sauver. Le maître ordonne à tout le monde de boire jusqu'à plus soif, ce qui provoque un tollé général dans toute la salle. Notre héros apprécie paisiblement sa nourriture, mais soudain, quelqu'un pose une main lourde sur son épaule. Wu et ses sbires exigent de savoir comment il s'est autant rapproché de la jeune femme. Agacé, Wu s'impatiente et retire même toute la nourriture de qualité jusqu'à ce que Shuji finisse par cracher le morceau. À ce moment, Eiko arrive et demande avec colère aux idiots s'ils essaient sérieusement d'intimider Shuji comme avant. Les brutes trouvent instantanément des excuses car ils sentent son regard froid et mortel les transpercer par derrière. Elle finit par abandonner et donne ensuite à Shuji une boulette chaude, lui rappelant qu'il était censé lui dire chaque fois qu'il lui causait des problèmes. Voyant à quel point il a l'air maigre, elle se fâche et lui dit de venir directement la voir si le gros garçon accapare toute sa nourriture et n'en laisse pas pour lui. À ce moment précis, son père l'appelle soudainement, alors elle lui dit de manger correctement et s'en va avec un sourire rapide. Les trois idiots recommencent à dénigrer notre garçon dès qu'elle est partie, puis suivent les ordres de la jeune femme pour le nourrir. Wu commence par lancer une carotte bouillie sur sa tête, mais Bro l'évite simplement en penchant la tête. Les trois idiots s'acharnent ensuite sur lui ensemble pour s'assurer qu'il soit touché, mais Shuji mâche nonchalamment la viande tout en esquivant les légumes avec une finesse ridicule. De retour avec les parents d'Eiko, ils se sentent soulagés que les escortes soient rentrées saines et sauves et remercient la chef des escortes, Shueka, pour ses efforts. Elle reste humble, et Eiko lui verse du thé pour honorer correctement son excellent travail. Après cela, elle interroge Eiko sur l'invité avec le jeton d'or, mais Eiko lui dit qu'il ne s'est jamais présenté. En entendant cela, elle se sent un peu déçue car elle voulait remercier le jeune homme qui avait une compétence monstrueuse avec sa lance, assez puissante pour détruire les bandits de la forêt qui étaient en fait des personnes occultées déguisées. Elle souhaite avoir quelqu'un comme ça pour entraîner ses gens, mais Eiko lui dit de se détendre et de profiter de la fête à la place. Elle rappelle à la chef des escortes que tout le monde peut être si insouciant et heureux uniquement grâce à sa force, alors la dame décide de se laisser tenter par la boisson spéciale. Cependant, c'est à ce moment-là qu'elle remarque une agitation au loin et aperçoit le même garçon maniant la lance qu'à l'époque. Mais notre garçon lui fait rapidement signe de la fermer, et un seul regard acéré de sa part suffit à faire passer le message qu'il ne veut pas qu'elle révèle son identité. Les trois idiots essaient de nouveau de lui sauter dessus, mais soudain, un homme grincheux leur dit de faire une pause et de se taire pendant qu'il apprécie sa nourriture. Cela met Wu en furie, et il dit au type sans abri de remercier la secte de laisser même des clochards comme lui manger ici. Entendant cette insulte, le gars décide d'apprendre à Tubi une bonne leçon de respect. Mais avant qu'il ne puisse le faire, notre garçon intervient avant que l'homme ne cause des dommages permanents. Mister Homeless est impressionné et lui dit qu'il a un avenir brillant devant lui avec ses compétences étonnamment bonnes. Ensuite, il ordonne au Big Mac graisseux de remercier correctement le petit garçon d'avoir sauvé sa vie et s'en va sans dire un mot de plus. Sur ce, il annonce à haute voix qu'il est très heureux de dîner dans un si bon banquet, mais il se sent mal que tout le monde doive boire des boissons froides en une telle occasion. Après avoir proposé de les réchauffer, il pose nonchalamment ses doigts sur la table et utilise une sorte de sorcellerie pour chauffer toutes les boissons. Cependant, il les réchauffe tellement qu'ils se transforment instantanément en vapeur et s'évaporent en quelques secondes. Le clochard affiche un sourire suffisant alors que tout le monde regarde en état de choc complet son ridicule contrôle de puissance de niveau maître. Le père d'Eiko demande à l'homme qui il est exactement après avoir vu ça, alors il laisse tomber le déguisement et révèle qu'il est en fait un collecteur de dettes envoyé par la Ligue du Mal. Affirmant sa domination sur le maître de la fosse aux tigres, il se présente fièrement comme Goryu, le tristement célèbre démon du personnel. Goryu était autrefois craint comme l'un des démons jumeaux, mais après avoir perdu une bataille, il a changé de maître et a assumé un nouveau rôle. Maintenant, son travail consiste à collecter le tribut de chaque secte, et ceux qui ne parviennent pas à payer ne font face qu'à la destruction. Le chef le regarde et demande si c'est l'homme à qui Eka a donné le jeton d'or. Elle répond rapidement que non et qu'elle ne l'a même jamais vu auparavant. Le démon du personnel se verse nonchalamment une boisson, disant que cela fait longtemps qu'il n'est pas venu ici. Son ton s'aiguise lorsqu'il souligne que puisque tout le monde fait la fête, ils doivent avoir quelque chose à voir avec les récents problèmes de la secte. Le chef panique, mais insiste sur le fait qu'ils n'y sont pour rien. Goryu agite la main, disant à tout le monde de se détendre s'ils n'ont vraiment rien à cacher. Puis il devient un peu effrayant et commente qu'Eiko est bien plus belle que ce que les rumeurs ont jamais prétendu. Elle essaie de l'ignorer, mais il continue d'insister, disant qu'il a entendu dire que Zhao a été anéanti juste à cause de son apparence. Avec un rire cruel, il affirme qu'une beauté aussi stupéfiante était vouée à renverser un secteur aussi. Se rapprochant,
le démon demande ce qui, selon elle, arrive aux beautés impuissantes comme elle. Il fait alors l'impensable et lui crache dessus. Le démon du personnel se moque d'elle en disant que l'humiliation est tout ce qui l'attend dans sa position. Le chef craque finalement et dégaine son épée, exigeant de savoir ce que Goryu pense qu'il fait. Jinan déclare hardiment que si c'est un combat qu'il veut, alors il le lui donnera volontiers. Le démon du personnel provoque le chef, lui demandant s'il croit vraiment avoir une chance. Le chef répond qu'il livre cette bataille non pas en tant que chef, mais en tant que père qui vient de voir sa fille se faire manquer de respect devant tout le monde. Il avertit le démon de se perdre, mais Goryu sourit et propose de se battre ici et maintenant. Juste au moment où les deux sont sur le point de s'affronter, Eiko appelle et dit à son père de ranger son épée. Essuyant la salive de son visage, elle remercie le démon pour la leçon et lui verse calmement une boisson. Goryu se moque d'elle, disant qu'il est pathétique de servir l'homme même qui la harcèle. Mais Eiko répond fermement qu'elle n'offre pas la boisson par faiblesse, mais seulement par respect pour un maître des arts martiaux. Il devient arrogant et lui demande si elle se moque de lui, qu'il est un puissant guerrier qui fait étalage de sa force. Elle dit calmement qu'elle ne fait que parler honnêtement et lui verse une autre boisson. Goryu éclate de rire puis joint ses mains. Il offre de fausses excuses au chef pour avoir manqué de respect à sa fille, lui disant de rendre l'épée. Il se penche et murmure à Jinan de jouer le jeu puisqu'il essaie de sauver la face. Le chef obtempère à contre-cœur et rengaine sa lame. Le démon du personnel s'éloigne en traitant assez haut de perspicace et en plaisantant sur le fait qu'il pourrait en faire sa femme. Puis il s'arrête comme s'il se souvenait de quelque chose de crucial. Se retournant, il dit qu'il ne peut pas partir les mains vides, ce qui met le chef mal à l'aise. Le démon du personnel laisse tomber le jeu et dit qu'il se fiche que le sexe soit brisé. Il a encore besoin du tribut payé. Rapprochant la distance, il exige froidement que le chef lui rende le gentil geste qu'il a fait plus tôt. Jinan riposte, demandant si le démon leur extorque maintenant un tribut. Goryu essaie de s'en moquer, mais le chef riposte avec sa propre question, lui demandant s'il prévoit de percevoir auprès du clan Nangang également. Cela ébranle Goryu, et il dit qu'il mourrait en essayant cela là-bas. Puis il se souvient que la secte de la fosse au tigre s'est récemment enrichie et suggère qu'il remette plutôt de l'argent de condoléances. Le chef demande du temps pour rassembler les fonds et organiser les choses. Goryu claque la table et rétorque que le temps est un luxe qu'ils n'ont pas. Jinan se prend la tête à deux mains, pensant que le clan est fini s'ils ne peuvent pas trouver l'argent, et qu'ils ne peuvent même pas demander de l'aide au clan Nangang. La seule option restante semble douloureusement claire qu'ils doivent payer et espérer la clémence. Quelques instants plus tard, un lourd sac d'or atterrit devant le démon. Jinan l'avertit de ne toucher personne de sa secte en échange. Goryu dit qu'il n'est pas un monstre, mais il ricane que le chef a l'air prêt à tuer même en remettant volontairement l'argent. Le démon balaie cela d'un revers de la main et lance une pièce d'or sur la table. Il dit à Eiko de la prendre comme excuse pour son acte précédent. La jeune fille s'incline silencieusement sans un mot contenant sa colère. Remettant son chapeau de paille, le démon du bâton se tourne pour partir, plaisantant en disant que personne n'a besoin de l'escorter puisque la lune brille assez fort. Quelque temps plus tard, les garçons d'écurie chuchotent des rumeurs sur le démon terrifiant. Le garçon aux cheveux noirs déclare qu'ils ont eu de la chance, qu'ils ont réussi à résoudre le problème avec de l'argent. À ce moment-là, Wu fait irruption, serrant un poulet cuit dans ses bras et exigeant de savoir où il est. Les deux idiots commencent à baver, pensant que Wu l'a apporté pour eux. En entendant cela, le gros frappe le sol du pied et rétorque que la nourriture est uniquement pour Shuji. Il ferme les yeux, transpirant à grosses gouttes en se rappelant les paroles du démon concernant Shuji comme son sauveur. Il appelle alors son chevalier servant, se demandant où il est. Pendant ce temps, sur le pont, Shuji se tient calmement au clair de lune, cultivant aura sans se soucier de rien. Quelque temps plus tard, Goryu s'éloigne avec son sac d'or volé, l'air satisfait de lui-même, mais il s'arrête soudainement. Devant lui se tient Shuji. Le démon esquisse un sourire, plaisantant en disant que pendant une seconde, il a cru que notre garçon était une sorte de monstre. Le reconnaissant comme le garçon d'écurie de tout à l'heure, il exige de savoir pourquoi il l'a suivi ici. Shuji garde le silence, ce qui pousse Goryu à l'avertir que s'il cherche à se venger, il ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. Comme Eiko n'a jamais mordu à l'hameçon, il n'y a de vengeance à prendre pour personne. Shuji riposte enfin, lui demandant s'il a mangé des corbeaux au petit déjeuner, puis se précipite sur lui, exigeant la restitution de l'argent. Le démon ne fait que rire, disant que la dernière personne assez audacieuse pour cracher ces mots était le chevalier roi voyou il y a 40 ans. Goryu esquive avec aisance et balance son bâton, forçant Shuji à reculer d'un pas. Il s'arrête pour admirer la lance dans les mains de Shuji, demandant comment elle s'appelle. Shuji lui dit qu'elle n'a pas de nom. Goryu claque sa langue, disant que c'est dommage car c'est une arme raffinée, avant de révéler que son propre bâton était autrefois une lance. Après que la lame ait été coupée, il a commencé à l'utiliser comme un bâton à la place car il était forgé en fer noir massif. Il plaisante même en disant que si la lame était encore intacte, les gens l'appelleraient le démon de la lance à la place. Cette phrase met Shuji en colère. Il déclare que peu importe son état, en fin de compte, c'est toujours une lance. Puis il enfonce le couteau, se moquant en disant que cela convient parfaitement à Goryu puisque le démon lui-même a été dégriffé.
La pique efface le sourire du visage de Goryu, et il commence à maudire Shuji de fond en comble. Mais dans un éclair soudain, Shuji explose vers l'avant et lui fend presque le visage en deux. Le démon du bâton rétorque que seul un lâche frapperait un coup bas comme celui-là et charge la tête la première. Il pousse son bâton comme une lance, mais notre garçon est bâti différemment. Il utilise le pont lui-même pour déséquilibrer le démon. Sans perdre une seconde, Shuji sort un ensemble d'étoiles ninja et les lance sur lui. Goryu déclare qu'il est encore plus lâche qu'il ne le pensait et les écarte facilement. Pourtant, notre héros n'en a toujours pas fini et crache du poison sur lui, visant l'œil du monstre. Le démon du bâton secoue la tête de côté avec un sourire, qualifiant Shuji d'obstiné pour avoir fait de son mieux. Se balançant à nouveau, il se moque de lui demandant si le gamin est toujours contrarié par l'incident précédent. Shuji se lance soudainement dans un combo de rotation lisse, attrapant le poison dégoulinant avec son pied en plein mouvement. Avec une précision impitoyable, il procède ensuite à connecter le pied directement dans le visage du démon avec un coup dévastateur. Le démon du bâton recule, son visage grésillant à cause du poison tandis que la douleur tord ses traits. Il se demande d'où cela vient, mais panique ensuite lorsque sa vision devient floue. Goryu balance son bâton sauvagement, mais Shuji se contente d'esquiver et de frapper les jambes du démon. Le démon évite de justesse la frappe et saute en arrière sur le pont. Se tenant droit, il admet qu'il a gravement sous-estimé la secte de la fosse du tigre pour avoir produit une telle bête. Pourtant, il grogne qu'il est insensé qu'ils aient élevé quelqu'un comme ça. Le style de combat de Shuji n'est pas raffiné du tout, et il considère simplement tout son corps comme une arme. Devenant sérieux, il dit carrément à notre héros de prendre ses mains et commence à charger. Se mettant en position de combat, il jure qu'il entraînera notre garçon directement en enfer lui-même. Shuji ne bronche même pas, serrant simplement sa lance. Il se met en position de combat et provoque le démon en lui disant qu'il pourrait en fait être monsieur blablabla. Les deux s'enferment dans un regard mortel dans un silence complet. À l'instant où une feuille tombe en vue, les deux explosent vers l'avant à pleine vitesse. Leurs armes se heurtent avec une force violente, déclenchant une énorme boule de lumière violette qui illumine le pont. De nulle part, un bras se libère et s'écrase au sol dans une éclaboussure rouge. Shuji reste silencieux tandis que le démon du bâton éclate de rire. Il ricane en disant que perdre son bras était un prix élevé mais nécessaire. Son bâton a déjà transpercé la poitrine de notre garçon. Serrant toujours fermement l'arme, il déclare haut et fort que ce combat est sa victoire tandis que notre héros reste immobile.